Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. L'estime de soi est-elle une valeur? Principe d'individuation et intentionnalité de l'affection chez Heidegger. Jean-Marie Froissart. L'exposé que vous allez entendre, inspiré par la pensée du philosophe allemand Heidegger, est né d'un choix, donc d'un renoncement. Je me proposais de brosser l'histoire de la notion de sujet. Cela eût permis une meilleure compréhension de la démarche heideggerienne qui vise à affranchir la pensée sur l'homme de toute subjectivité, mais des circonstances existentielles particulièrement difficiles m'ont contraint à faire plus bref, peut-être même trop bref et trop simple. Je bornerai mes propos à quelques notions clés de l'analytique existentielle de « être étant ». Le point de départ de la pensée de Heidegger sur l'homme ne sera donc pas la notion classique et psychologisante de sujet, d'un sujet doté d'une intériorité et considéré comme un étant quelconque, un étant parmi d'autres étangs. L'homme sera pensé à nouveau frais comme Dasein, dans sa condition humaine que le philosophe qualifiera d'existentielle. La compréhension que le Dasein a de lui-même est existentielle, celle qu'il a de sa structure ontologique et qui relève de l'être existentiel. Nous évoquerons certaines déterminations, certaines structures de cet étant si singulier qu'est le Dasein et que Heidegger nomme des existentiaux. Vous verrez apparaître l'être à chaque fois mien, die Gemeinigkeit, l'être dans le monde, das in der Welt sein, l'être jeté, die Geworfenheit, l'être à, das Zu-Sein, la disposition, die Befindlichkeit et l'être tonalisé, das Gestimmtsein, le on, das Man, l'authenticité, die Eigentlichkeit, la non-authenticité, die Uneigentlichkeit. Nulle prétention de ma part à une étude d'ensemble présentant avec fidélité la pensée du philosophe, mais plutôt un emprunt sélectif, un piratage, si vous me permettez cette expression, de notions qui peuvent nous aider à réfléchir sur notre identité, qui suis-je, qu'est-ce que le moi ou le je ou le soi, estime de soi, mais aussi sur notre rapport aux autres, au monde, sur notre destin et nos pratiques. Ainsi insisterai-je sur l'être à chaque fois le mien. J'essaierai de montrer les différentes facettes de ce principe d'individuation, ainsi que l'importance du solipsisme existentiel, solus IPSE, et j'aborderai ce que l'on peut nommer l'intentionnalité du sentiment, de l'affection qui sera le deuxième volet de mon travail. Non pas une introduction à la pensée de Heidegger, enfin pas tout à fait, un peu quand même, mais un essai peut-être maladroit et immodeste de réfléchir un instant avec vous sur la vie humaine et ce qui en est le ressort. Cet exposé pourrait, me semble-t-il, servir de cadre à des développements sur le thème annoncé, l'estime de soi. Encore une remarque sur le style que j'adopte. Je ne reculerai pas devant les répétitions, les redites, devant l'emploi de formules livrant un sens sensiblement proche. Je vous demande de bien vouloir me prêter une attention à la fois patiente, indulgente et rigoureuse. Ainsi l'étant qu'est l'être humain, que la philosophie moderne nomme sujet, Heidegger le nomme, vous le savez tous maintenant, Dasein. Dasein qui traduit le mot latin existentia, l'existence, Dasein que l'on peut traduire littéralement par être là, mais que Heidegger traduit en français par être le là. Je comprends votre secrète irritation devant pareil néologisme. La langue de Heidegger, pour traduire une pensée qui se veut résolument novatrice, a souvent recours à des périphrases en forme de transconcept, ou à des formations sémantiques forgées à partir d'emprunts à l'étymologie. Être le là, cette traduction fut proposée par Heidegger lui-même. Il a voulu par ce terme, nous donner l'idée d'un être qui certes est un étant mais un étant qui a une manière d'être bien différente des autres étangs, un étant qui ne saurait être simplement confondu avec un objet ou un lieu, mais qui participant à l'être, par conséquent au temps est ouvert de manière singulière à lui-même et à l'autre. Le là est une structure d'ouverture du Dasein qui permet à l'homme d'avoir toujours une compréhension de son propre être. Cela, dit François Fédier, n'est pas un lieu mais un avoir-lieu. Il est le lieu où le temps détermine le Dasein, où advient la manifestation de quoi que ce soit, le lieu de l'événement, de l'advenu à l'être. Cette relation à soi-même, ce rapport du Dasein à son être, voilà ce que Heidegger nommera la Gemeinigkeit, littéralement l'être à chaque fois, le mien, la mienneté en laquelle il voit une structure fondamentale de l'existence, antérieure à toute constitution d'un moi. Le je, distributif allemand de à chaque fois, consonne avec le je des de chacun, c'est un indice d'individualité. Le chaque fois renvoie au temps tel que le perçoivent les phénoménologues, le temps de la vie fragmentée, de la vie toujours ponctualisée avec ses spasmes, ses intermittences du cœur et de l'esprit,
le temps haché, le temps du de temps en temps, le temps sans continuum. Le temps véritable est le temps de chaque fois, et la matrice de chaque fois c'est la vie entière. Le temps, véritable principe d'individuation, c'est-à-dire ce à partir de quoi le Dasein est à chaque fois mien. La mienté ou Gemeinigkeit, c'est elle qui rend possible le pronom je. De la mienté dérive le pronom je. La mienté, principe d'individuation plus radical que le je, car plus originaire et affranchi des avatars de l'égoïté. Il convient donc de bien distinguer égoïté et ipséité. La constitution d'une certaine égoïté peut bien être tributaire de la manifestation d'un toi. L'ipséité, au contraire, représente la condition de possibilité de toute relation entre toi et moi. Pour Heidegger, le Dasein n'est plus un sujet doté d'une intériorité qui s'opposerait à l'extériorité d'un monde, mais essentiellement originairement, un être ouvert à lui-même et à l'autre, un être cas statique, hors de soi, mode d'être propre au Dasein et à lui seul. Existence, le EK est ici un principe d'ouverture. Nous sommes bien loin de l'acception courante du terme Dasein qui ne signifie plus existence mais être ouvert à sûr. Le Dasein n'est pas d'emblée un être donné, un être tout fait, un être déjà réalisé, un être enfin accompli, parvenu à sa maturité. Le Dasein, selon la traduction française un peu boiteuse, a à être soi, Zusein, l'être en direction, soi et rien que soi et non un autre. Il a à être à chaque fois son être en tant que le sien. À chaque fois qu'il a à être, c'est bien à lui et à nul autre qu'il a à être. Permanence et unicité de la mienté. Le Dasein ne saurait donc être assimilé à un être idéal, il ne saurait imiter un exemple ou se conformer à un modèle ou se modeler sur une image de quelqu'un extérieur à lui. Le psychiatre et philosophe Ludwig Binswanger, le grand-père de la sophrologie et l'un des disciples de Husserl et de Heidegger, a étudié, à travers la grille conceptuelle de l'analytique existentielle, la pathologie du maniérisme. Celle-ci consiste justement à se former exclusivement en se calquant sur un modèle, en s'appuyant sur une aide extérieure préexistante. Le guide directeur est alors un idéal type, idéal qui, je cite, s'interpose comme un voile, voire une carapace, devant chaque forme individuelle, et empêche l'individu de devenir soi. Le Dasein est à chaque fois mien, je m'ainig. À chaque fois mien parce que, comme le dit Fédier, l'être humain a constamment à être son être. Être pour un être humain n'est jamais conquis, jamais définitivement acquis. Il a à prendre en charge la contingence de l'être jeté, dans le monde, il a à être et cet être épouse la forme d'un projet de soi dans le monde. Le Dasein est être dans le monde, il est non séparé du monde, ce qui fait que le transcendé fait partie de sa structure d'être la plus intime. Comparez, si vous avez besoin de vous dérider, le destin d'un chat et le vôtre. Le chat n'est ouvert à, que dans le cadre de sa perception, jusqu'à la souris, pas au-delà. Dans cette ouverture le chat atteint à une certaine plénitude, à une perfection de vie. Mais inutile d'exhorter votre chat à prendre son destin en main. Il n'y a pas en lui de relation à soi-même, d'ouverture de soi à soi. Il n'a pas à être soi, un soi. Pas de sentiment d'individualité. Il n'a qu'à s'ouvrir au coussin où il dort, aux rayons de soleil qui le réchauffent, à la souris qui va le rassasier. Le Dasein, lui, est essentiellement sur le mode du pouvoir-être, das Sein-Können, c'est-à-dire de la possibilité, donc de l'avenir, non pas sur le mode de l'être déjà réalisé. Il a le choix de se comprendre, ouverture, transcendance, soit à partir de ce qui le préoccupe, à partir de ses préoccupations mondaines, de ses préoccupations quotidiennes, soit à partir de son propre pouvoir-être fini. L'homme, dit Heidegger, n'existe qu'à de rares instants à la pointe de sa possibilité. Le reste du temps il se meut au milieu des étangs. Être à la pointe de sa possibilité, ainsi Rilke quand il écrit « Là où je crée je suis vrai », tenter de se maintenir dans son être propre, dans son authenticité, dans son originalité, bref demeurer dans la clairière de l'être pour emprunter une métaphore du second Heidegger, telle est la gageure adressée à l'être humain. L'artiste dans ses moments de fulgurance, le mystique, dans ses instants éphémères d'union béatifique avec le divin, l'homme dans ses transports amoureux ou ses intuitions intellectuelles géniales, mais encore l'homme dans son agir y parviennent, mais inéluctablement il retombe dans un mode d'exister où est occultée l'ouverture à l'être, mode d'exister que Heidegger qualifiera de vie inauthentique ou vie impropre. L'homme est alors de nouveau absorbé par ses préoccupations mondaines,
se mouvant au milieu des étangs, fuyant, se perdant dans le on. Le on, c'est Monsieur Tout-le-Monde, c'est l'homme sans qualité. C'est l'homme humainement correct. Nulle connotation morale péjorative au regard de cette chute, de cette perte, de cette déchéance. Ce va-et-vient, ces allers et retours entre le mode de vie inauthentique, celui du on, et le mode authentique, celui de l'être, c'est, permettez-moi la formule, la respiration ontico-ontologique du Dasein. N'est-ce pas la manière qu'a Heidegger de résoudre le problème du chorismos platonicien, cette fameuse séparation entre le monde sensible et intelligible? Théorie heideggerienne de la différence entre être et étant, différence ontico-ontologique. Saut transcendantal de l'existentiel vers l'existential, thème ambivalent qui traverse tout être étant. Est-il vraiment possible de maintenir toujours ouvert le là de l'être? Fédier dit chez l'homme il faut comprendre être comme ouvrir et maintenir ouvert, supporter et endurer. Être le là, c'est ouvrir le là et ne pas cesser d'avoir à le maintenir ouvert, facticité. Être pour l'être humain, c'est maintenir ouvert le là, c'est-à-dire le là où a lieu quoi que soit, maintenir ouvert la dimension où va se manifester un chat par exemple. Et le chat ne se manifeste pas ailleurs que là, seul l'homme voit le chat. Il est patent que nous laissons le là se refermer, que nous nous absentons de la possibilité la plus haute, que nous fuyons le lieu où les choses se manifestent. Il est évident que nous ne savons pas, que nous ne pouvons pas nous maintenir longtemps dans l'ouverture de l'être. Il est évident que l'être humain dégringole souvent de la possibilité d'être soi-même, que nous nous jetons dans les bras de ce que Heidegger appelle la dictature du on. C'est notre lot de devoir souvent être mesuré, jaugé, estimé à l'aune de ce on, pris que nous sommes en flagrant délit d'être dans la nécessité de pactiser avec la neutralité, l'impropriété, la quotidienneté, la banalité, tout ce que recouvre le pronom neutre on. Nous sommes tous, au regard de l'être, des infidèles, incapables, c'est notre lot d'humains, notre condition humaine de nous maintenir avec constance, sur la crête de la possibilité, de notre pouvoir-être qui nous ouvre à l'avenir. Une antienne souvent répétée par les savants, les mystiques, les poètes, les artistes. Ils disent amèrement leur regret de ne pouvoir se maintenir dans un état de créativité inspirée, d'adéquation totale, d'illumination brûlante, d'avoir à connaître la platitude, la fadeur, l'insipidité, Schalight, de la nécessaire, de l'incontournable quotidienneté, la vie authentique, conquête fugace, fragile, toujours à recommencer, mais conquête toujours possible qui signe l'aventure humaine. Aux yeux de Heidegger, la banalité ne tombe pas sous le coup d'un jugement moral. La vie inauthentique, impropre, banale n'est pas un mode de vie moralement dévalorisant. La banalité pour l'être humain, c'est l'oubli de soi en faveur de la dictature du on. Voir les choses comme on les voit, penser comme on pense, agir comme on agit. Quoi de plus légitime et de plus naturel? La banalité, c'est le fait d'être soi-même tout en ignorant ce qu'est l'être. De prime abord, je ne suis pas moi au sens du propre soi-même, mais les autres au sens du on. Mais c'est à partir de celui-ci, à partir du on, que je suis de prime abord donné à moi-même. Dans son mode d'être quotidien, le Dasein se manque et se dissimule à lui-même de prime abord. Pour devenir proprement lui-même, il devra sortir de cette dissimulation. S'il se tenait constamment dans ce mode de vie inauthentique, il serait en fait privé de l'exercice de sa liberté, laquelle consiste dans le choix d'être ou de ne pas être ce que nous avons à être. Posons la question de savoir s'il est des vies vécues de bout en bout sur le mode de la vie inauthentique, des êtres humains qui finissent par passer à côté de leur être propre. L'être propre, eigentlich authentique, original, qu'est-ce donc? Est eigentlich ce qui est vraiment mien, ce qui n'est qu'à moi, ce que personne ne peut être à ma place, ce dans quoi je m'affirme et m'exprime pleinement. Il est indéniable que les vies, à l'approche de la mort, ont une plus ou moins grande unité, une plus ou moins grande cohérence. C'est donc à cette capacité de nous unifier, ou plutôt de totaliser l'existence, à cette capacité d'être vraiment soi que nous serons sans doute jugés, à cette capacité d'assumer, en dépit de notre finitude, l'essence de l'être humain. Et peut-être ne mourrons-nous qu'une fois notre tâche accomplie, ou bien parce que nous sommes passés aveugles, près de la tâche à accomplir qui est de devenir nous-mêmes. Le Dasein est irrévocablement un être singulier, un être unique, isolement primitif de l'ego, solipsisme existentiel. Cette solitude de l'ego n'a rien à voir avec la désespérance de quelque isolement, ni avec le pathos de la solitude, comme solitude de l'âme ou du cœur. Il s'agit ici,
Pour parler avec Henri Biraud, de l'individuation originaire identique et universelle du Dasein qui en tant qu'être dans le monde est toujours seul au monde, et toujours seul aussi avec les autres, présents ou absents, en divers modes ou modalités. Le moi peut devenir autre et il ne cesse pas de le faire. Mais il ne peut pas devenir un autre moi. Personne ne peut se mettre à sa place, personne ne peut se mettre à ma place, une place toujours une et identique, à travers tous mes déplacements, la place d'un regard, la place d'un destin. Henri Biraud de l'être, du divin et des dieux, page 128. Présent ou absent, les autres sont toujours déjà là. Présents, ils ne peuvent rien contre ma solitude. Absents, ils ne peuvent rien contre mon être avec eux. Nul ne peut se substituer à moi. Nul ne peut tenir le rôle du Dasein à la place de quiconque. Non-substituabilité du Dasein. Je suis seul responsable de m'ouvrir à ce qui m'échoit. Et c'est ce caractère insubstituable que partagent les existants, et qui paradoxalement les relie. Tous reliés, car tous séparés les uns des autres, abyssalement. Trait d'union de la différence, différence qui sépare et unit, qui unit ce qu'elle sépare. Je peux mourir pour quelqu'un. Personne ne peut mourir à ma place, ni vivre comme moi. L'expérience de la mort est intransférable. Je destirbt für sich allein, c'est le titre d'un beau roman, chacun meurt pour soi seul. La mort est ce qui, pour moi, pour le Dasein, est la possibilité la plus propre. Face à elle, le Dasein est forcé d'assumer de lui-même et à partir de lui-même, et non à partir du mode d'être inauthentique, sous la dictature du on, son propre être dans le monde. Et pourtant cet essolement existentiel, ce solipsisme, cette nienté n'exclut pas, bien au contraire, ils rendent possible un vivre ensemble, un être avec autrui, un Mitsein authentique, un vivre en commun. Essolement et être en commun sont impensables l'un sans l'autre. Ainsi, y a-t-il d'une part le solipsisme existentiel du Dasein qui est et qui s'expérimente comme étant toujours le mien, dit Gemeinigkeit, et d'autre part l'existence des autres inéluctablement inscrite dans le projet même d'être dans le monde. Cependant l'ipséité de mon existence solitaire ne se révélera pas grâce à quelque relation élective avec autrui, mais dans l'approfondissement du soi-même, d'un soi qui est à chaque fois le mien. C'est seulement parce que le Dasein comme tel est déterminé par l'ipséité, qu'un moi-même peut se rapporter à un toi-même. L'ipséité est la présupposition nécessaire pour que soit possible une égoïté, qui à son tour ne se découvre toujours seulement que dans le toi. Jamais l'ipséité n'est référée au toi. Je voudrais ouvrir le second et bref mouvement de mon exposé avec la lecture d'un extrait de roman, L'élégance du hérisson, de Muriel Barbery. En me calant sur ce texte, je voudrais effleurer d'autres thèmes auxquels les sophrologues ne peuvent manquer d'être sensibles. L'intentionnalité de l'affectivité, ainsi que succinctement le rôle du corps dans la rencontre avec le monde. Je levai la tête, en un mouvement insolite qui me donna presque le vertige et croisai un regard. René. Il s'agissait de moi. Pour la première fois, quelqu'un s'adressait à moi en disant mon prénom. Là où mes parents usaient du geste et du grognement, une femme dont je considérais à présent les yeux clairs et la bouche souriante, se frayait un chemin vers mon cœur et prononçant mon nom, entrait avec moi dans une proximité dont je n'avais pas idée jusqu'alors. Je regardais autour de moi un monde qui, subitement, s'était paré de couleurs. En un éclair douloureux, je perçus la pluie qui tombait au dehors, les fenêtres lavées d'eau, l'odeur des vêtements mouillés, l'étroitesse du couloir, mince boyau où vibrait l'assemblée des enfants, la patine des porte-manteaux aux boutons de cuivre, où s'entassaient des pèlerines de mauvais draps et la hauteur des plafonds, à la mesure du ciel pour un regard d'enfant. Alors mes yeux mornes rivaient aux siens, je m'agrippais à la femme qui venait de me faire naître. Description d'une rencontre. Mais permettez-moi de revenir une nouvelle fois sur le rapport du Dasein au monde. Le monde est un moment constitutif du Dasein lui-même et non pas, comme on serait tenté de l'imaginer, un simple milieu dans lequel il serait inséré. Je ne puis me comprendre et m'appréhender qu'à partir du monde qui est une structure fondamentale de mon être. L'être-là du Dasein ne fait qu'un avec l'être-là du monde. Le monde a le caractère du soi. Être dans le monde, c'est être à soi, à soi-même pour soi-même. Le rapport que j'ai à mon être propre ne peut être dissocié du rapport au monde. L'homme ouvre Herschli le monde, l'homme est configurateur de monde, Weltbilden. Seul l'être humain entretient un rapport plénier au monde. Vous ne pouvez pas être triste ni joyeux, si vous n'avez pas de rapport au monde.
la joie ou la tristesse en tant que Stimmung traduisées par l'être tonalisé, l'humeur, sont une manière d'ouvrir, de dévoiler, de manifester le monde. C'est l'un des acquis majeurs de Heidegger d'avoir surmonté le dualisme entre le sujet et l'objet, le moi et le monde. Le Dasein est non séparé du monde. Il est être dans le monde, le transcender fait partie de sa structure d'être la plus intime. Être au monde, et non être dans le monde, structure de la transcendance. Transcendance, mouvement de dépassement de l'étant homme vers l'être de l'étant, c'est ce que va illustrer le texte de Barbery. Renée, une toute jeune fille, s'entend appeler par son prénom. Elle tourne, dirige, oriente son attention vers la personne qui l'interpelle en la nommant, visée intentionnelle de la conscience. Elle en prend note, je pourrais presque dire, elle en prend conscience. Elle en prend connaissance. Et nous abordons là un thème important de la pensée heideggerienne, un point de rupture avec la pensée grecque. Le philosophe ne s'est pas lassé de souligner que la conscience n'est qu'un mode parmi d'autres d'être le là. Être conscient est une des modalités possibles d'être le là, la plus haute, la plus immédiate sans doute, mais non l'unique. Réduire être le là à être conscient, genre de réduction que nous pratiquons au pays de Descartes, comme si elle allait de soi, c'est une manière, dit François Fédier, de ne pas être assez le là. Heidegger est le philosophe qui a compris que la Stimmung, l'être tonalisé, était un phénomène absolument fondamental, un phénomène qui nous met en rapport avec le monde de façon poignante et pathétique, et qui fut négligé par les philosophes antiques. L'affectivité est un existential, une des structures ontologiques de l'existence humaine. Pourquoi le moi du je pense ne serait pas un moi foncièrement affecté? Ce moi qui pense est loin d'être imperturbable, ce moi ne cesse pas de se différencier en son être le plus intime, même s'il demeure le même dans son individuation originaire, la Gemeinigkeit, ce moi est en son tréfonds toujours sensible à quelque sentiment, ne fût-ce qu'à ce sentiment très indifférencié de l'indifférence. Être, c'est être affecté ou être comme on dit d'une certaine humeur. Tel est le sens profond de la Befindlichkeit, traduisée par la disposition, la situation c'est-à-dire la modalité affective d'ouverture au monde, ou Gestimmtsein, la tonalité, l'être tonalisé. Même le concept, même le regard théorique le plus pur ne sont pas exempts de tonalité, de cette fameuse Stimmung. Le neuropsychologue américain Damasio, dans son ouvrage « Le sentiment même de soi », a su mettre en évidence l'interconnexion de la vie affective et de la vie rationnelle. Une émotion bien ciblée et bien utilisée est un système de soutènement sans lequel l'édifice de la raison ne peut fonctionner comme il faut. Halo affectif du concept. Décloisonnement du concept qui parle aussi au cœur. Dans notre texte, René donne dans la morosité son rapport à l'autre est pauvre, sans chaleur, réduit à un langage primitif. Le logo est dégradé en un instrument utilitaire fruste. Le monde se déploie, inerte et glacé sous ses yeux. Et puis, un appel intime d'une étrangère, son prénom nommé, des yeux clairs et une bouche souriante et le monde des affects lui est subitement ouvert, lui permet de faire l'expérience inédite d'elle-même et du monde. Le rapport de l'être humain au réel, la chose au monde la plus difficile à définir nous dit Simone Weil, ne culmine pas dans la théoria ou la connaissance. Le là a d'autres capacités que l'intellectuel de s'ouvrir à. J'emprunte un exemple à François Fédier. Le là peut s'ouvrir par exemple à une période culturelle lointaine ou bien à une œuvre d'art par exemple, sans que cette dernière devienne un objet de connaissance. Quand vous entendez la messe en ut de Mozart, vous n'entendez pas le bruit des instruments, mais ce que Mozart a lui-même entendu et qu'il a retranscrit dans la partition. Lorsque vous êtes ouvert à ce que Mozart a entendu, vous n'établissez pas là un rapport théorique. Ce qui se dérobe au concept, l'indéfinissable ou l'ineffable, ne se refuse pas nécessairement à une certaine intelligence laquelle n'est pas celle de l'intellect ou de l'entendement. Ainsi peut-il y avoir une présence de ce qui se dérobe à la représentation. Une présence pressentie. Une présence qui s'adresse à mon flair. Une présence que le verbe est incapable de saisir qui parle, comme on dit à l'intuition. Parmi les expériences cruciales qui sont les miennes, il y a, éminemment, celle de l'être jeté. Je fais l'expérience de ce que Heidegger appelle mon être jeté, mon étranger, Geworfenheit, sur un mode sentimental. Ce terme a été traduit aussi en français par déréliction. Cette notion qui rend la dimension pathique de l'existence est du point de vue transcendantal antérieure à celle de la Befindlichkeit, la disposition, l'humeur. Elle est plus originaire que la disposition.
Et pour qui s'intéresse à l'évolution des idées, nous pouvons dire que Heidegger substitue à une conception intentionnelle de la transcendance, celle de son maître Husserl, une conception transcendantale de l'intentionnalité. Je suis jeté au monde, sans que j'en puisse mais, sans en avoir jamais décidé. Le là de l'être jeté est fait de tout ce qui n'est pas choisi dans la naissance, à commencer par la naissance elle-même, et sans parler de la mort évidemment. Le sexe, l'époque, le lieu, la langue, les parents, la religion, la beauté ou la laideur, le nom. À chacun de se débrouiller avec ce patrimoine encombrant, en se projetant sur des possibilités en lesquelles on est jeté. L'être jeté est ce que je dois assumer, que cela me plaise ou non, je me trouve jeté dans le sentiment. Jeté au monde, j'ai l'être en charge, je suis remis, je suis livré à Naimgegeben, à l'existence, Überantwortung. Moi, le toujours déjà jeté en j'ai, ausgesetzt auf den Bergen des Erzans, écrit le poète Rilke. Exposé sur les montagnes du cœur, c'est ce que Heidegger appellera ma facticité, indice de ma finitude. Ainsi est là présent un que sur lequel je n'ai aucune prise, un que irrécupérable. Si l'homme dit je, si l'existence est à chaque fois mienne au sens de la Gemeinigkeit, c'est parce que cet étant qu'est l'homme, au contraire de l'animal, n'est pas indifférent à son être et qu'il se sent concerné par ce que le Dasein a de plus propre, à savoir sa mort, dont personne ne peut le décharger. Chaque homme à chaque instant se tient en rapport selon diverses modalités, au monde qui l'entoure. Nous pouvons assurément être en rapport de savoir avec le monde, mais aussi de perception, de mémoire ou de souvenir, ou bien encore comme nous le voyons dans le texte, de tristesse. René, présente au présent dans son acte attentionnel, dans son attentionnalité pour parler avec Nathalie Deprat, perçoit ses yeux clairs et cette bouche souriante. Elle se sent inopinément envahie par une vague d'impressions dont elle ne sait expliquer la cause. En un éclair douloureux, je perçus. Être affecté, c'est être dépassé, envahi ou débordé par le sentiment qui a souvent un caractère panique. Avec Heidegger, l'intentionnalité husserlienne, toute conscience et conscience de quelque chose, devient, nous le voyons bien ici, ouverture, extase. Exister, c'est être en rapport, c'est-à-dire être hors de soi pour être auprès des choses, pour aller jusqu'à l'être des choses. C'est être en dépassement de l'étang, en direction de l'être de l'étang. René vit ici ce mouvement de transcendance. Elle vit l'instant même, la fraction de seconde d'un battement de paupières, der Augenblick, der Augenblitz, dans un éclair elle laisse venir à elle, dans son corps, dans son cœur de fillette triste, ce dont l'instant brutal subitement la gratifie. Elle vit un présent authentique comme le définit Heidegger, à savoir l'instant, qui maintient le présent dans l'avenir et l'avoir été, Gewesenheit. Nous l'imaginons surprise par l'arrivée inopinée de l'impression, par le choc de l'être jeté. Le lointain devient proche, le monde terne se colore, les odeurs se lèvent, le rideau en quelque sorte se déchire qui l'a séparée du monde dont elle peut désormais explorer à tâtons, expérimenter la phénoménalité vivante. Soulignons ici l'importance du corps dans cette rencontre avec le monde, avec un autre Dasein. Le corps de René est tiré de son impassibilité, de son apathie, de son atonie, de ses combinaisons d'affects neutres, auparavant elle n'était qu'ennui. Écoutez la belle analyse que nous donne Henri Biraud de ce vécu. L'ennui est cette souffrance insensible et très sensible qui accompagne l'absence de toute souffrance, de tout désir, de tout plaisir. Tout devient égal ou indifférent, et moi-même dans le tout. Tout m'est égal. Et cependant, il ne m'est nullement égal que tout ainsi me devienne égal. L'ennui est une désolation, l'ennui est une affection, l'affection de celui qui ne peut plus être affecté par rien, l'affection de celui qui se sent comme ne pouvant plus sentir. Henri Biraud, de L'être du divin et des dieux, page 493. Elle n'était qu'ennui. Elle était envahie, débordée par le sourd, par le morne ennui, et la voici transfigurée par un affect qui la porte à incandescence, la bouleverse, la change. René livrée sans défense à ses affections, à son propre être jeté, c'est-à-dire à l'étang qu'elle est déjà. Le corps de René entre en résonance avec le monde ambiant. Le corps humain ne cesse pas d'être tonalisé comme un instrument de musique, il vibre, il réagit, il répond à ce qui l'assaille. Le corps humain accordé à un certain ton, c'est ça l'astime. Si vous êtes triste, le monde vous apparaît triste. Triste, vous vous fermez, vous devenez inaccessible à l'autre, joyeux, vous vous ouvrez à lui. Triste, vous changez de ton. L'homme attristé nous fait entrer dans le mode sur lequel il est, sans que nous-mêmes devions être nécessairement tristes, écrit Heidegger.
L'émotion me fait découvrir que je suis tributaire des hommes et du monde, que j'ai besoin d'eux, non pas au sens d'une donnée biologique mais d'une structure existentielle portant l'empreinte de l'affection. Le Angewiesen auf Welt, l'être tributaire du monde, Grèche Ontologie et temporalité, page 183. Et vous remarquerez la transformation radicale que subit le monde de René. Il prend du relief, lui apparaît dans sa vérité crue. Vérité du monde, vérité du soi de René qui connaît à la faveur de cette rencontre une nouvelle naissance, mieux et plus exactement une naissance au monde qui l'entoure, une renaissance. Comme concept ontologique et existentiel, la situation nous accorde d'avance, et sur le mode d'une certaine modalité affective, à la vérité de l'étant dans son ensemble. Cette présence secrète de la totalité des choses existantes nous accompagne toute notre existence. Mes amis phénoménologues auront remarqué l'absence, ou la quasi-absence de toute mention de l'angoisse, que Heidegger qualifie de Grundstimme. De tonalité fondamentale. De disposition existentielle fondamentale. Disons simplement, pour terminer, que le solipsisme existentiel révèle au Dasein son être dans le monde au sens d'un ne pas être chez soi, originaire. Ce que rend le terme de Fremdling créé par le poète Hölderlin. L'être humain s'étonne d'être au monde. Il est étonné au sens étymologique. L'angoisse nous ouvre les portes du face-à-face avec le monde en tant que monde, éveillant en nous le fameux sentiment d'inquiétante étrangeté. L'estime de soi, une impasse ? Bernard Jeanroy. Quand l'été dernier, j'ai pris connaissance dans la lettre de la Société française de sophrologie du thème de notre congrès, Sophrologie et estime de soi, cela m'a dérangé. Ce thème m'a paru en effet en total décalage avec ce qui à mon sens constitue l'essentiel de notre démarche en sophrologie, à savoir l'application à faire l'expérience, à travers notre corps d'abord, d'une vivance de présence, d'un être là, ressenti comme une évidence. Expérience refaite chaque fois dans ce moment-là, le moment présent. Faisons un exercice si vous le voulez bien. Dans ce moment présent, à l'instant même, ici et maintenant dans cette salle du FIAP, rue Cabanis à Paris, vous et moi, chacun de nous assis sur son siège et les deux pieds par terre, si nous y sommes attentifs, nous sommes là. Nous sommes présents. S'il vous plaît, que chacun prenne le temps de suivre 3 fois l'inspire puis l'expire tels qu'ils sont là déjà. Je suis là. Je suis présent, que c'est simple, que c'est bon, que c'est sûr et rassurant. Et voilà qu'on me parle d'estime et d'estimation de moi. Voilà qu'on vient me tirer de là où je suis, pour que je m'interroge sur là où j'en suis. Me voilà sorti de ce moment précieux, le seul qui soit réel, le moment présent pour me soucier d'hier ou de demain. Quelle place donner à ce souci d'estime sans être immédiatement mis en exil de mon être même ? Soumis à nouveau à réfléchir, à mesurer, à comparer, à sauvegarder ou reconstruire, ou défendre ma position d'estime. Quel boulot ! Quelle catastrophe ! Nous le savons bien pourtant tous ici. Retrouver l'expérience de présence nécessite que nous arrêtions de nous préoccuper de ce que nous savons, de ce que nous valons, de ce que nous pouvons ou pourrions, de ce que nous voulons ou voudrions pour entrer tout de suite, sans attendre, sans préalable, dans l'assurance goûteuse et joyeuse d'être. Le souci de l'estime de soi, une souffrance. Au cours de nos vies, nous avons tous goûté et peiné à tenter de mesurer notre valeur en la comparant à celle des autres. Cela a commencé dès la petite enfance. Quelle est donc ma place ici entre papa, maman et mon petit frère ou ma grande sœur ? Puis plus tard à l'école, celui-là il a de plus belles chaussures que moi, mais j'ai de meilleures notes. Ou encore un peu plus tard, ils ont une plus grande maison mais ils travaillent dans le commerce, ce métier est plus vil que le mien. Nous avons tous peiné à tenter de correspondre au modèle reçu de nos parents, ou de quelque personne à laquelle nous nous étions identifiés. À tenter de correspondre à un moi idéal plus ou moins inatteignable et générateur d'insatisfaction sur nous-mêmes, ou de culpabilité. Nous avons tous goûté et peiné car l'estime de soi nécessite chaque jour de nouveaux travaux, de nouveaux renforts et contreforts, pour éviter que la maison ego ne se fissure ou ne s'écroule. Pour la garder debout, il faut construire et reconstruire murs et murailles, ne pas manquer de l'enjoliver de quelque savoir ou savoir-faire supplémentaire, ou de quelque originalité ou distinction particulière. Il faut aussi sans doute flatter ou attaquer les seigneuries égoïques environnantes. Et tenir vaille que vaille pour rester assuré d'être la plus belle en ce miroir. Quel boulot !
Nous avons tous goûté et peiné à ces jeux-là. Et nous y retournons et y retournerons encore. Souhaitons-nous cependant de n'en être plus la dupe. L'estimation de moi et le souci de cette estimation est, je crois bien, la cause principale ou l'unique cause du malheur des hommes. Parce que cela nous distrait et nous éloigne de la conscience de ce que nous sommes vraiment au bénéfice d'une collection d'idées, de souvenirs, de croyances, de pensées automatiques, de on-dit, auxquelles nous nous sommes identifiés. Parce que le souci de la valeur de nos égos respectifs est bien sûr la source première des conflits et des guerres. La sophrologie n'a cure de l'estime de soi. La démarche que notre sophrologie nous propose n'est pas dans la lignée de ce souci d'estime. En effet, que nous soyons portés à nous sentir plus proches de celui qui prétend ne pas s'aimer, qui dit se trouver nul depuis toujours, laid, ignorant, moins bien que tous, et qui se plaît à se plaindre de la disgrâce à laquelle il s'identifie et dans laquelle il se drape égoïquement, ou qu'au contraire nous soyons portés à nous sentir plus proches de celui qui se vante avec complaisance de ses avoirs ou de ses savoirs et de ses titres. De tout cela la sophrologie n'en a cure. Elle répond très simplement et justement par une injonction décisive, en nous invitant à laisser tout cela et à retrouver sans délai à travers le ressenti de notre corps et de notre respiration, notre présence à l'instant même. Un peu comme on le raconte du disciple qui assaille de questions savantes et inquiète le maître de méditation sans obtenir de celui-ci aucune réponse, sauf celle-ci soudain. « As-tu déjeuné ce matin ?» Et le disciple interloqué, « Oui, maître. » « Va laver ton bol maintenant, et fiche-nous la paix à toi et à moi avec le souci que tu as de ton estime. » La perte d'estime et ses faux remèdes. Mais ayons cependant quelque écoute bienveillante pour la plainte qui vient se dire de cette perte d'estime, de ce doute sur soi-même, de ce désarroi à cause de quelque événement connu ou tellement fortuit qu'il a échappé à notre conscience. Ayons quelque compassion pour la souffrance, ce peut bien sûr être la nôtre, qui se manifeste soudain à sentir vaciller ou faillir l'estime relative dans laquelle nous étions tout à l'heure en équilibre. Dans de tels moments, il existe plusieurs solutions. La première, très fréquemment employée et même souvent conseillée, consiste à fuir la difficulté intérieure qui se manifeste. On va ouvrir le frigidaire et y dévorer quelques pitances salées ou sucrées ou éventuellement se servir un verre comme on le voit dans les films qui nous viennent d'outre-Atlantique. On peut aussi allumer le poste de télévision et y zapper jusqu'à l'oubli temporaire de notre déroute d'estime. Ou bien feuilleter quelques magazines à la mode, pour y rêvasser sur un futur achat, à moins d'y être charmé par quelques silhouettes agréablement vêtues ou dévêtues. Mais peut-être plus élégamment, je choisirais de me plonger dans quelques bons livres, par exemple de sophrologie, ou plus courageusement mais tout aussi faussement, vais-je me mettre à une tâche dont l'intérêt ou la nécessité vont me saisir suffisamment pour m'éloigner de mon souci de moi. Toutes ces fuites ne sont pas blâmables, pourvu qu'elles soient consciemment vécues comme un temps de détente, de mise à distance, de retraite provisoire. Sinon ainsi délaissée ou rejetée, l'anxiété va avoir tout loisir de se développer, de s'organiser et de se structurer dans l'ombre, pour ressurgir plus puissante une prochaine fois. Une autre solution est, au lieu de fuir, de réagir. De lutter vaillamment contre l'agression venue affaiblir ma position d'estime, en condamnant cela qui ou celui qui m'en paraît être la cause. En argumentant pour défendre ma cause, mon point de vue, mon honneur, et en me cuirassant contre toute faiblesse jusqu'à la nier. Une troisième solution va être de consolider mon estime défaillante et de remédier aux doutes naissants sur ma valeur, en m'inscrivant à une formation de plus, ou en refaisant un bout d'analyse pour éclairer quelques points obscurs, ou en lisant et travaillant livres et articles savants, ou même en m'adonnant avec plus d'énergie et d'application à des relaxations dynamiques 1, 2, 3, 4, 5 et tutti quanti. Tout ceci dans l'espoir de devenir une meilleure personne à mes yeux, méritant l'estime des autres et de Dieu soi-même et pourquoi pas son paradis à la fin des temps. Prise de conscience et acceptation de la perte. Vais-je donc fuir et tenter d'oublier ma déroute, ou réagir contre elle, ou tenter de la reconquérir à travers les diverses stratégies susdites? Ou vais-je maintenant et enfin, en pleine conscience et bienveillance, c'est-à-dire ayant pris le temps d'être là présent dans mon corps vivant et présent au ressenti de mon inspire et de mon expire, vais-je maintenant ainsi éveillé,
accepter ce doute et cette inconfortable et peut-être douloureuse mais bienheureuse incertitude sur moi-même. Bienheureuse incertitude, bienheureux doute, qui du fond de mon être vient réouvrir le chemin, le process où la vie m'invite ou s'invite à nouveau. Vais-je maintenant et enfin, en pleine conscience et bienveillance, accepter cette faiblesse, cette faille à travers la cuirasse d'estime à laquelle je tiens tellement et que je défends en prenant sur moi, comme on dit, les épaules relevées pour en soutenir la charge, le ventre bloqué et la respiration maintenue en inspiration comme en suspens inquiet. Vais-je maintenant et enfin, en pleine conscience et bienveillance, accepter, accueillir cette faille pour rejoindre au fond de mon être cette fragilité que je partage avec tous les humains, pour y être plus simple, plus libre, plus vrai et plus aimant. Oser perdre la face. Sur une intervention de Jean-Pierre Hubert, j'ai proposé le schéma suivant pour illustrer cette acceptation de notre fragilité et de la perte de notre façade d'estime. Le cercle extérieur représente cette façade justement. La face que nous tâchons de garder. Celle qu'il ne faut pas perdre. Pour tenir celle-ci, nous nous servons de nos muscles, qui peuvent à se contracter trop se constituer en cuirasse que Reich et successeurs ont si bien décrite. En dessous de cette couche musculaire se trouve le tissu conjonctif, transmetteur des affects à travers tout l'ensemble du corps. Il retentit ou se bloque et se coince sous cette tension. Alors, le monde viscéral qu'il conjoint peut en souffrir dans ses fonctions ou ses structures mêmes. Et enfin au cœur de tout cela notre être même, caché et révélé tout à la fois. Heureusement la face présente des fissures et une faille plus ou moins importante, que nous répugnons souvent à reconnaître. Nous répugnons aussi à la montrer aux autres, et nous avons d'ailleurs parfois à nous protéger de cette exposition. Mais par cette faille cependant nous touchons au cœur de notre être. Là où nous sommes faibles, faillis, nous sommes vrais. À explorer courageusement cette faille, nous devenons ce que nous avons à être. C.G. Jung parlerait ici de notre chemin d'individuation, celui où nous sommes indivis, ou comme le disait merveilleusement Elie Humbert, celui où nous nous révélons uniques et ordinaires. Ordre impliqué et ordre expliqué. Du rôle des cigognes. J'ai envie d'ajouter ceci, ce qui se révèle au fond de cette faille, de cette perte, c'est je crois l'enfant. L'enfant en nous retrouvé. L'enfant est le lien à notre mère dans sa fonction de médiatrice. Médiatrice entre le monde sans limite dont nous sommes issus, et celui où nous avons acheminé. Entre le monde de l'ordre impliqué, comme le propose le physicien David Bohm où toutes choses sont en interrelation, et celui de l'ordre expliqué, où nous croyons seulement nous situer dans un moi séparé du reste du monde. Disons plaisamment qu'il n'est que les ignorants qui ont oublié que les enfants sont déposés dans le ventre des mamans par les cigognes. Celles-ci vont les chercher ailleurs, dans un autre monde, qui n'est pas loin sans doute du nouveau pays, auquel nous convie toujours Husserl, par l'opération de la réduction phénoménologique et le retour à la chose même. Et par ce biais, la rencontre avec l'essence même des choses. Cette retrouvaille avec notre monde originel auquel nous tâchons de rester éveillés, n'a bien sûr pas pour fin de nous éviter peine, fragilité et souffrance, n'a bien sûr pas pour fin de faire de nous des êtres d'exception et de grande estime. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.